Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française, plongeons au cœur du musée de la vie romantique, un endroit où il fait bon vivre et où art et douceur cohabitent. D'Hermès au luxueux intérieur, Pierre-Marie nous invite à la découverte d'un monde aux motifs enchanteurs. 4, 3, 2, 1, décollage imminent pour un voyage vers la planète mode. Aujourd'hui, zoom sur l'espace. Entre magicienne et artisan, Capucine Hervaux en oublie le textile grâce à la broderie. Elle travaille les matières à coups d'aiguille. Avant de retrouver l'artiste décorateur Pierre-Marie, tout de suite point de vue. Lors d'un après-midi de 1962, l'artiste Jean Dubuffet reçoit un coup de téléphone. L'échange traîne en longueur, il se munit alors d'un carnet sur lequel il se met à gribouiller au stylo. Ce geste quasi automatique le fascine. C'est à la suite de cet épisode qu'il créera l'Ourloupe, une série d'œuvres où il reproduit ce geste mécanique utilisant cette fois marqueur, peinture, vinyle, sable ou goudron. Alors la prochaine fois que vous dessinerez sur un post-it, n'oubliez pas de contacter le MoMA. Sur les décombres d'un centre d'enfouissement nucléaire se dresse le gardien des lieux. Un homme débraillé en tenue de cosmonaute s'applique avec respect à préserver l'endroit. Ici, il est question d'un monde post-apocalyptique où la transmission a disparu, laissant alors place au silence et aux rituels mutiques qui permettent de faire revivre de lointains ancêtres. L'auteur, Benjamin Adam, nous plonge dans un monde de solitude dont émane une rêverie douce amère. Tout un monde à découvrir. S'il trouve ses origines au XVIIIe siècle, notamment dans le jeu de bagatelle ou dans le billard japonais, le flipper a été mis au point à Chicago par des mécaniciens et électriciens au chômage après la crise de 1929. Il connaît par la suite son heure de gloire entre 1950 et 1970. Vecteur de nostalgie, il rappelle à beaucoup des parties enflammées lors des après-midi passés dans les cafés. Devenu électronique dans les années 70, il se décline alors sous 1000 formes plus ou moins kitsch, délicieusement régressifs. Situé dans le quartier de la Nouvelle Athènes à Paris, le musée de la vie romantique retrace l'histoire d'un véritable art de vivre. Visite du lieu. Dans le quartier parisien de la Nouvelle Athènes, un pavillon abrite la mémoire du mouvement romantique. Le romantisme est un vaste mouvement culturel qui s'exprime aussi bien dans la musique que dans la littérature, que dans la peinture. Et la source d'inspiration majeure, peut-être, c'est la remise au centre de l'inspiration des sentiments intimes, du moi de l'artiste. C'est là que 150 ans plus tôt, l'artiste hollandais Ary Scheffer a posé ses valises pour vivre, peindre et tenir salon avec de grands artistes de l'époque. Dans ce cadre bucolique, le musée de la vie romantique s'est ouvert au public en 1987 et sa directrice, Gaëlle Rio, conserve son histoire. Ce n'est pas un musée qui est situé dans un bâtiment conçu pour être un musée au départ, c'est un musée dans une maison. Donc déjà l'aspect de la maison, le caractère domestique, le caractère intime de la maison donne cette atmosphère très particulière et très personnelle aussi à ce musée. En revanche, ici, on ne trouvera pas la chambre ni le bureau de l'artiste, mais un décor plus confidentiel pour saisir l'ambiance d'un mouvement culturel centré sur l'humain. Dans le musée, deux personnages sont à l'honneur. Ary Scheffer lui-même et George Sand, voisine des lieux et grande figure du romantisme. Vous voyez dans cette vitrine la main et le bras de George Sand et la célèbre main gauche de Frédéric Chopin. C'est un objet qu'on peut considérer aujourd'hui comme une sorte de relique intime et de relique romantique. C'était très romantique de mouler la main d'un artiste, d'un écrivain ou d'un musicien. Il y a là ses effets personnels, mais aussi des tableaux d'art que George Sand a réalisés, comme ses dentrites, des tableaux d'aquarelle écrasés, peu connus mais très influents, ou encore son portrait peint par Auguste Charpentier. Dans
Dans ce portrait, vous la voyez représentée vraiment de manière très féminine. C'est une représentation qui est un petit peu à rebours des images ou des descriptions d'elle, représentée comme une écrivaine avec des tenues d'homme, avec des attitudes d'homme. Alfred de Musset, qui a été son amant pendant quelques années, disait de ce portrait qu'on y voyait très bien ses yeux sombres et veloutés. À l'étage, le projecteur se braque sur Ary Scheffer. Une salle évoque son lien avec la royauté, lui qui a enseigné les arts aux enfants du duc d'Orléans. Une autre présente les femmes de son entourage, peintes par ses amis ou par lui-même. Pauline Verdeau, ici, est représentée par Ary Scheffer en Sainte Cécile. Sainte Cécile, c'est la patronne des musiciens. Donc elle incarne finalement toute cette société musicale qui est très importante à l'époque, qui assise vraiment à un bouillonnement musical, à une effervescence musicale à cette époque. Thème incontournable du mouvement romantique, l'influence littéraire dans les arts a sa propre salle. Ce minuscule tableau de Pierre Delorme l'incarne bien. Il illustre la Divine Comédie de Dante. On voit en fait cet instant dramatique dans l'ombre. Le mari jaloux et furieux va poignarder en fait les deux amants pris dans leur étreinte. Mais le peintre choisit vraiment l'instant juste avant le drame. Et en cela, c'est une composition aussi tout à fait romantique les artistes, qu'ils soient peintres, écrivains ou musiciens, aiment le drame et aiment ce moment aussi d'acmé où le temps est suspendu. Le musée se poursuit dans 2 ateliers construits par Ary Scheffer à son arrivée. Certains objets rappellent encore l'époque, comme cette bibliothèque dont les livres appartenaient à sa famille. Ici, ce qui compte le plus, c'est le souvenir de soirées mondaines et artistiques. Tous les vendredis soirs, il recevait une grande partie des peintres, des écrivains, des musiciens de la Nouvelle-Athènes. On y jouait du piano, on y déclamait des vers de poèmes ou quelques strophes de pièces de théâtre, on y discutait. C'était vraiment un lieu de sociabilité. C'est un lieu très chargé d'émotions, d'histoire et très lié aussi à la création et à ces échanges, à ces liens qui sont tissés entre les artistes. Chopin, George Sand, Franz Liszt, Delacroix, Dickens et bien d'autres, l'atelier a vu fleurir la société romantique de l'époque dans cet écrin artistique de la Nouvelle-Athènes. Le monde de notre invité du jour, Pierre-Marie, se part de 1000 couleurs et motifs. Artiste, designer et décorateur, découverte de son univers. Cette volonté de mettre le dessin à l'épreuve du quotidien et de s'entourer d'ornements et de motifs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens très proche de la philosophie, peut-être même plus que de l'esthétique du mouvement Art Nouveau. C'est cette volonté tout à coup que l'art sorte un peu du châssis d'un tableau, d'une peinture. Et tout à coup, mon dessin, c'est plus un dessin qui est une finalité en soi, c'est un dessin qui va servir à tisser une tapisserie, réaliser un vitrail, imprimer un papier peint, créer un tissu. Dans l'appartement de l'ornementiste Pierre-Marie, les motifs et les couleurs ont une place de choix. Connu pour ses collaborations artistiques dans la mode auprès d'Agnès B et de la maison Hermès, l'univers graphique de Pierre-Marie habite désormais les murs et le mobilier d'intérieur. Cette approche du motif et du textile que j'avais, ça m'a énormément servi au moment où j'ai voulu parler du décor, en me disant mais finalement du foulard au tapis, il n'y a qu'un pas, de l'imprimer pour une robe à l'imprimer pour un papier peint, c'en est un autre. Et ça, du coup, c'est là où je me suis dit, bah tiens, en fait, ça s'appelle l'ornement, c'est pas de l'illustration. Et ça, c'est une fois que j'ai mis le doigt là-dessus, j'ai mis le doigt sur quelque chose d'intéressant et de fondateur pour tout le travail que je fais aujourd'hui. Un travail bien souvent inspiré des lieux de culte et de patrimoine qu'il visite au gré de ses voyages, mais aussi un travail de coloriste passionné. J'ai un rapport à la couleur qui est presque neurologique ou animal, où en fait il y a des couleurs qui me mettent dans un état de joie ou d'excitation. Et c'est souvent cette espèce d'énergie-là et d'excitation-là que j'essaye de retranscrire en proposant pour mes projets une certaine harmonie colorée plutôt qu'une autre. Comme sur la tapisserie Ras El Hanout aux couleurs flamboyantes et aux 1000 épices qui ornent le mur de sa salle à manger.
Ici, c'est la genièvre, qui est cette baie qu'on utilise dans la choucroute. La moutarde, plus classique, l'anis vert. Ici, la vanille avec les gousses et les fleurs d'orchidée. Elle a ça de particulier qu'elle a plus de 300 couleurs nécessaires pour la tisser, qu'elle est tissée assez finement. Et s'il a fallu 9 mois pour tisser la tapisserie, il m'a aussi fallu 9 mois à moi pour mettre au point le carton final. J'ai tenu à numéroter moi-même mon carton et à choisir moi-même les couleurs de la laine. C'était pour moi une façon vraiment de m'impliquer le plus loin possible dans la création de l'œuvre avant de passer le relais aux lissières. J'aime m'intéresser à la technique, à chacune de ces techniques et à comprendre comment elles fonctionnent et en conséquent produire un dessin qui en tient compte et qui est fait pour être pratiquement directement applicable. Une démarche consciencieuse qu'il applique à tous les supports de sa création, aussi bien aux côtés des artisans d'Aubusson pour la tapisserie qu'auprès des ateliers du chemin pour le vitrail. En trompe-l'œil, on mettra quand même du plomb pour faire ça ou pas du tout? Ouais, en fait, ici, là, cette partie-là, on va pas la monter en plomb, on va la monter en Tiffany. En Tiffany, ok. Un peu épais, pour qu'on ait vraiment la même épaisseur que les plombs. Là, on perce au sable, un premier trou, et après, à la meule, à la dremel, on vient agrandir. Super. Très vite, il a pris pour lui un certain nombre de façons de faire pour les faire rentrer dans son propre dessin. Donc utiliser des verres opalescents, par exemple, c'est des verres un peu laiteux qui retiennent la lumière. Utiliser la gravure à l'acide pour pouvoir avoir des verres bicolores. Utiliser la peinture et utiliser aussi le verre argenté, l'argenture à façon, pour pouvoir créer des subtilités à la fois lumineuses et opaques dans un vitrail. Un champ des possibles que Pierre-Marie explore pour continuer à nous raconter de belles histoires, quel que soit le support. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Katharina. Pierre-Marie, vous vous définissez comme dessinateur ornemaniste et surtout pas comme illustrateur. Est-ce que vous pourriez définir un peu ce que c'est un ornemaniste? Eh bien, c'est un mot découvert en admirant des planches de dessin d'ornemanistes du XVIIe siècle qui avaient dessiné finalement les motifs qui allaient être reproduits par les orfèvres sur les armures des princes d'Europe. Et en voyant ce travail qui finalement consistait à orner, à décorer des surfaces en utilisant des savoir-faire, c'est quelque chose tout à coup comme une sorte d'épiphanie où j'ai compris quelle était ma mission sur cette terre. Alors, si vous dessinez depuis votre plus tendre enfance, c'est une rencontre qui a fait que vous avez pu entrevoir la possibilité de faire de cette passion un métier. C'était la rencontre avec Agnès B. Oui. Quand elle avait édité des t-shirts d'artistes, vous lui avez envoyé quelques-uns de vos dessins. Oui, tout à fait. En fait, je me suis dit, en fait, moi j'ai plein de dessins d'étudiants dans mes carnets, de la recherche, de la bidouille, et je trouvais que c'était un peu la même énergie finalement que celle qui était déployée sur ces t-shirts, et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et c'est quelque chose qui a duré peut-être 3-4 saisons et voilà, qui a été un peu ce qui m'a mis le pied à l'étrier. Vous êtes toujours ornemaniste pour la maison Hermès et vous avez certaines contraintes. Chaque année, la maison Hermès donne un thème précis, ce qui vous met finalement un peu aussi dans la catégorie des arts appliqués. Plus on me donne un cadre ou un périmètre de jeu, plus je me sens à l'aise parce que je sais que voilà, il y a une sorte de problématique à laquelle il faut répondre. Et ça fait partie des choses qui me motivent quand je commence à créer. Alors quand on parle de vous, Pierre-Marie, on parle forcément de couleurs. Il y en a partout autour de nous, chez vous. Et un prof de dessin vous avez dit une fois, si vous respectez les noirs, blancs et les couleurs neutres, chaque couleur va pouvoir y trouver sa place. Quand on parle de répartition des couleurs dans une œuvre, le motif est un des moyens qui permet finalement d'utiliser plusieurs couleurs à la fois, parce que sur un mur comme celui qui est derrière nous, si on utilise de la peinture ou de la matière, finalement la couleur elle va être assez unie,
Et grâce à un dessin, grâce à un motif, tout à coup, ça apporte une vraie richesse et voilà, ça s'ouvre comme ça. Vous avez forcément une connaissance très pointue de tous les savoir-faire. Parce qu'avant d'imaginer un dessin et un motif, vous devez bien savoir exactement comment c'est fabriqué, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. De toute façon, c'est toujours un dialogue, j'imagine, avec les artisans. Oui, c'est toujours un dialogue, mais c'est vrai qu'il y a cette satisfaction pour moi de me poser la question des contraintes de la technique et des règles inhérentes à un savoir-faire, à un geste, de l'intégrer au moment de ma création pour que le dessin, le carton que j'apporte à l'artisan soit adapté à la technique employée. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et à chaque fois c'est une aventure humaine, même si ça peut paraître un peu galvaudé de dire ça comme ça, mais la rencontre avec ces artisans, la découverte de ces gestes qui sont parfois séculaires, c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Toute cette expérience dans tous ces domaines variés et différents vous a permis très naturellement de passer à l'architecture d'intérieur et comme on le voit dans cet appartement ou ailleurs, de commencer à imaginer de A à Z un lieu. Maintenant que je maîtrise un peu tous ces savoir-faire et surtout l'idée de associer toutes ces œuvres ensemble, dans l'espace, les penser avec du mobilier, avec des usages, avec des circulations, et que ce soit un lieu de vie pour un particulier, mais aussi pour, je dirais, un restaurant, un hôtel, une boutique. C'est vraiment dans ce cadre-là que je m'épanouirai le plus possible dans le futur, je pense. Merci beaucoup, Pierre-Marie. Merci à vous. Départ à bord de la fusée Fashion pour un voyage sur le thème de l'espace et des podiums. C'est en mode. Si le principe de la mode est de capter l'air du temps, ce qu'elle aime plus que tout, c'est prédire le futur. Alors les créateurs plantent leur collection dans l'espace, terrain de tous nos fantasmes d'avenir dystopiques. En 1964, André Courrèges, Pierre Cardin et Paco Rabanne lancent le courant qu'on appellera Space Age. Une mode droite, fonctionnelle et futuriste qui rompt avec la silhouette cintrée des années 50 et sort le vêtement de ses références historiques pour l'emmener dans un futur optimiste. Un demi-siècle plus tard, leur héritage perdure. Désormais à la tête de Courrèges, Nicolas Di Felice multiplie les clins d'œil à son fondateur et joue sur le vinyle, les lignes graphiques et les volumes 60s remis au goût du jour. Pour Paco Rabanne, Julien Dossena travaille le métal et les motifs cinétiques. Du Space Age, il a gardé le travail géométrique, les silhouettes linéaires et les volumes raccourcis. Chez Dior Homme, Kim Jones prend l'espace comme toile de fond de sa pré-collection 2021, où les mannequins évoluent dans un décor intergalactique projeté en 3 dimensions. Il s'invite aussi sur les vêtements avec des imprimés nébuleuses et des jacquards marbrés. La même saison, Kiko Kostadinov propose des motifs solaires sur des vêtements asymétriques, une vision chic de l'espace au service d'une mode sophistiquée. Pendant ce temps, Salvatore Ferragamo plante le décor d'une galaxie inconnue. Plastique, brillance, couleurs célestes et touches fluo défilent dans une architecture futuriste. Une collection pour des temps à venir où les fondamentaux de la mode sont subtilement transformés. Chez Balmain aussi, direction l'espace. Olivier Roustin fait défiler son armée sur une base aérienne en combinaison métallique et accessoires flashy et plante des néo-cosmonautes stylisés dans un décor lunaire.
Pour sa précollection Louis Vuitton 2021, Nicolas Ghesquière rêve aussi d'espace et de conquête du ciel, avec des volumes boules, des sangles, du néoprène et des imprimés science-fiction. Un voyage riche de détails et de textures, car si on ne sait pas de quoi sera fait notre avenir sur Mars, autant lui garantir une garde-robe grandiose. Une fille et du fil, ça donne Capucine Hervaux, brodeuse textile. Elle travaille et détourne matière et matériaux pour leur rendre leurs précieuses lettres de noblesse. J'aime bien quand je brode sur l'envers et que d'un seul coup je repasse sur l'endroit et que j'apporte les petites touches de lumière. Ça, j'ai l'impression que c'est un cadeau que me fait la matière. Donc, j'aime bien ce moment de rencontre avec les fournitures. Pouvoir juste retoucher à la manière d'un peintre peut-être, avec des petites touches, sauf que je travaille avec des perles et pas avec de la peinture. Brodeuse de lumière, Capucine Hervaux voulait enseigner l'art plastique quand pendant ses études d'art, elle découvre la broderie et ses premières émotions textiles avec des sachets de thé en tissu. Je me rendais compte que chaque sachet de thé était imbibé de théine d'une façon ou d'une autre. Je me suis dit que c'était dommage en fait de ne pas mettre ça en valeur parce que c'était des effets de couleurs et de nuances qui me plaisaient beaucoup. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu envie d'y rajouter un peu des perles ou du fil, essayer de faire revivre un peu ces matières oubliées. Et ensuite, ça m'a un peu suivie tout au long des années qui ont suivi. De là, naissait une véritable rencontre avec les matières qu'elle ennoblit. Tantôt brodeuse pour le prêt-à-porter de luxe pour des maisons comme Chanel, tantôt brodeuse d'art, Capucine explore et expérimente ce que lui offre la matière dans son atelier bordelais. J'ai l'impression que la matière m'apporte tout quand je l'observe, quand je suis face à elle. Ça m'évoque des choses et en fait j'ai l'impression que la première partie du travail elle est faite par la matière elle-même et moi j'ai juste à orchestrer un peu les choses, les fournitures dessus pour les ennoblir, mais c'est vrai que je suis particulièrement touchée par la matière et c'est ça qui ensuite fait naître la broderie. Lorsque Capucine travaille sur des matières plus classiques comme du textile, elle vient piquer son dessin. Je suis en train de piquer un dessin que j'ai fait et qui va me permettre ensuite de faire passer par les petits trous que je suis en train de piquer des pigments qui se trouvent ici. Et donc en fait les pigments vont venir après s'appliquer sur le tissu et ça va me permettre d'avoir en fait un espèce de référentiel pour pouvoir suivre le motif dessiné. Crochet, point de chaîne, perles, fil de coton, paillettes sont autant de techniques et de matériaux qu'utilise Capucine pour ennoblir son support. Elle explore au-delà du textile, comme avec ces morceaux de métal rouillé trouvés dans son jardin. Lorsqu'il s'agit de broder sur une matière en relief comme celle-ci, Capucine fait un dessin préparatoire à l'aquarelle pour déterminer sa palette de couleurs. Je vais commencer avec la couleur la plus claire pour essayer de voir si je ne fais pas mentir la matière. Elle apprivoise la matière et cherche dans ses boîtes à trésors les fournitures qui viendront les mettre en avant. Mais parfois ça prend du temps parce que j'ai besoin de les connaître et puis de rencontrer aussi des matières qui vont pouvoir les ennoblir mais sans vraiment les transformer. Je veux quand même respecter la matière, juste l'ennoblir pour ne pas l'endommager mais juste la sublimer. Capucine peut maintenant commencer l'assemblage de ses fournitures. Comme je ne vais pas pouvoir broder directement dessus parce que techniquement c'est pas possible. Donc je vais passer par une matière hydrosoluble. En fait, je vais broder dessus et ensuite je vais rincer la broderie. Le textile va donc disparaître et je vais garder que la broderie.
Comme par magie, le support disparaît pour laisser apparaître sa toile brodée. Brodeuse de lumière et exploratrice au service de la matière, Capucine Hervaux brode, assemble, mais surtout ennoblit. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!